Dans le Mac de la Santé, aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Cyril Benzaken. Bonjour Cyril. Salut Jimmy. Vous allez bien? Ça va très bien, merci de m'accueillir. Eh ben, c'est un plaisir, surtout que vous êtes multiple champion du monde de kickboxing. Est-ce que vous êtes prêt pour la consultation du vendredi? Je suis prêt, j'ai hâte qu'on me consulte. Eh ben, c'est parti, ça commence maintenant la consultation. Bon, bah, je laisse ça là. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Aline, bonjour à tous. On est là, bienvenue au Mac de la Santé. On est ravis de vous accueillir pour une émission consacrée à votre santé, votre bien-être et également la bonne humeur, parce que c'est ça aussi l'identité du Mac de la Santé. On apprend des choses tout en s'amusant grâce à l'équipe du Mac de la Santé. À commencer par vous, Rim, bonjour. Bonjour Jimmy, bonjour Aline. Aujourd'hui, vous répondez à la question d'Annabelle à propos des poils, mais des poils pour cuisiner, quoi, pas les oui, poils. pas les poils. On aurait pu, on en parle assez souvent, mais non, aujourd'hui, on va parler cuisine et donc poils, les meilleurs pour notre santé, pour bien cuisiner aussi. Donc, on va parler téflon, inox, céramique. Voilà, on va apprendre plein de choses. Je connaissais pas cette poêle, elle a une couleur un peu étrange. Elle est belle, non? C'est la mienne. Jaune d'œuf. Elle est très jolie. Aline Afanoukoé, bonjour. C'est moi, rebonjour. On va parler d'une grande artiste qui fait son comeback et on va essayer de comprendre comment Céline Dion se prépare parce qu'elle souffre d'une maladie assez grave. Oui, alors il y a tout un protocole qui a été mis en place par une spécialiste qui la suit depuis déjà quelques années. Et donc, oui, je vais vous raconter un petit peu comment ça va se passer. Et puis, j'espère que vous aurez des places d'ici la fin de l'émission. Parce que c'est surtout ça l'enjeu. Mais oui, on va lancer un appel parce qu'on n'a pas été Ouais, sélectionné. et on dit qu'on n'a pas d'invitation. Hein. C'est pas la peine de nous appeler. C'est pas C'est vrai. On n'a pas d'invitation. On Mais n'est pas si- sponsor du concert. Non, hein. mais Donc, si voilà, vous c'est- avez des invitations, on est preneur Voilà. évidemment. Hein, n'hésitez pas. 06 37. Le Mac de la Santé, c'est également du reportage. Et dans notre série Le Pouls de la France, nous irons dans l'Aude à la découverte d'un club pas comme les autres, celui de Narbonne. Il propose un sport très intense qu'on appelle le crossfit à ses adhérents avec des cours spéciaux pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Dans notre dossier du jour, eh bien, on va essayer de voir comment booster et entretenir sa mémoire à tout âge, car contrairement aux idées reçues, eh bien oui, nous avons tous une bonne mémoire. Encore faut-il la faire travailler. Il sera question d'alimentation, d'activité physique et puis on vous proposera quelques exercices pour la stimuler. Et tout de suite, on est ravis d'accueillir notre invité du jour. Et notre invité, c'est Cyril Benzaken. Bonjour Cyril. Bonjour. Vous êtes 7 fois champion du monde de kickboxing. Vous remettez votre titre en jeu et on espère que vous allez décrocher un 8e titre. Ce sera le 30 avril prochain au Grand Palais à Paris. Vous pouvez encore réserver vos places. Alors Cyril, je trahis un petit secret, mais vous nous avez donné un petit cours de kickboxing à Donald Jacksman, un humoriste, et moi il y a quelque temps. C'était comique. Ouais, Oh là là. c'était. Alors on a des petites photos parce qu'à la fin on fait les durs. Bon, on a été un peu ridicule, faut dire la vérité. Bon, vous étiez tous sportifs, déjà c'était ça. Après, la boxe, ça s'apprend pas en 1 heure. C'est vrai, ça ne s'apprend pas en 1 heure. Et justement, vous faites du kickboxing. Alors, pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément la discipline, en quoi ça consiste ce sport? Alors, c'est un sport qui se pratique également dans un ring, c'est comme la boxe. Par contre, on a le droit d'utiliser les poings et les jambes, donc on frappe avec nos pieds et nos genoux. Et les combats sont des rounds de 3 minutes, on a des gants et le combat est exclusivement debout, donc c'est vraiment plus proche de la boxe anglaise que du MMA, par exemple, dont on entend beaucoup parler. Et donc, des combats, des rounds de 3 minutes. Et ça va jusqu'à combien? Quand est-ce qu'on s'arrête? Alors, ça va jusqu'à 5 rounds quand c'est un championnat du monde et 3 rounds quand ce sont des combats d'exhibition. Et pour gagner, soit on met KO l'adversaire, soit on gagne au point. Exactement. Alors, merci de le préciser. La plupart des rencontres se terminent au point et donc c'est les arbitres qui jugent, un peu comme en boxe anglaise. Sinon, ça peut finir par un KO quand il y a un arrêt Vous avez prématuré. fait combien de combats, vous, et combien de KO vous avez mis? Alors, écoutez, moi, j'ai pas loin de 80 combats, mais j'ai pas mis beaucoup de KO. J'en ai mis qu'une petite dizaine. C'est déjà pas mal, une petite Ouais, dizaine. Et combien, non. 80 combats, vous en avez gagné combien? J'en ai perdu 12. Ah oui, seulement, c'est un bon ratio quand même. Alors moi, je me demandais, est-ce que vous voyez de plus en plus de femmes faire du kickboxing et oser aller vers les sports de combat? Alors, c'est même pas que je vois plus de femmes, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas dans les grandes villes, dans les milieux urbains,
il y a de plus en plus, il y a plus de femmes que d'hommes qui pratiquent. C'est pas vrai. Alors pourquoi le kickboxing justement? Alors déjà, ça a été énormément mis en avant par les, comment on appelle ça, Victoria's Secret, là, les mannequins, elles en faisaient. Ok. Et parce qu'en fait, vous savez, la boxe, on travaille beaucoup les points, enfin on travaille avec les points, et du coup on développe beaucoup le haut du corps, là où le kickboxing, on va travailler avec nos jambes et du coup travailler de manière un peu plus harmonieuse l'ensemble du corps. Et du coup pour la silhouette, ben, Ouais, c'est un bon impeccable. atout pour les femmes et du coup elles sont de plus en plus nombreuses à pratiquer. Et comment on protège sa beauté naturelle? Parce Ah que bah. ouais, voilà, vous avez un très beau visage. Ah, On c'est peut pas se gentil. dire que vous faites. Non, mais c'est vrai. Vous encaissez des coups. Non, mais C'est concrètement. vrai. Ouais, Non, mais Moi, là où c'est- on peut Ne même voir pas les oreilles avoir le amochées, nez, notamment. Mais oui. le nez, ouais. des Comment on certains fait? combattants. Parce que vous mettez de la vaseline. Comment- On met de la vaseline. Alors, la vaseline ne fait pas tout, malheureusement. Les coups, on essaye de ne pas en prendre. J'essaye de me protéger à l'entraînement avec un casque. Et quand il y a un combat, à moins d'être bon pour pas prendre trop de Ah coups. ouais. Alors, vous avez un physique qui est vraiment très, très impressionnant. On le devine, hein, vous êtes en chemise, mais je peux témoigner qu'il est vraiment très impressionnant. Mais quand vous étiez plus jeune, vous étiez plutôt en surpoids. Et c'est d'ailleurs peut-être un des facteurs qui vous a poussé à vous mettre au sport de combat. Exactement. En fait, plus jeune, je suis un gourmand, en vérité. Aujourd'hui encore, je reste un gourmand. J'adore, c'est dans ma culture, dans ma manière de vivre. J'aime manger et j'aime qu'il y en ait trop. Vous n'êtes pas le seul. Voilà. Et en fait, donc j'étais gourmand, je mangeais beaucoup et c'est vrai que j'étais en surpoids comme plein de jeunes adolescents. Et quand on est en surpoids, c'est parfois un peu gênant parce qu'on se sent mis à l'écart. Alors j'en ai pas souffert, ça n'a pas été un traumatisme, mais oui, ça m'a un peu gêné. Et à un moment donné, j'ai voulu me mettre à faire du sport. Et en fait, il y avait une salle de kickboxing dont j'ai entendu parler et je m'y suis rendu. Et c'est comme si j'avais goûté à mon propre sang. En fait, j'ai adoré ça. Alors, c'est un sport, mais c'est un sport de combat, un sport qui fait quand même peur globalement, parce qu'on se dit qu'il y a un risque de blessure. Vous avez eu des gros pépins physiques dans votre carrière? Alors, gros, ça dépend où on met le curseur. J'ai bien sûr eu beaucoup de blessures superficielles, type des arcades ouvertes, des ouvertures, comment on appelle plaies ça du cuir chevelu. des plaies du cuir chevelu. J'ai eu des traumatismes un peu plus importants, donc des fractures de la main. J'ai eu des ruptures des ligaments croisés, un ménisque à casser. Oui, et d'ailleurs, à l'époque, Ah, vous avez été blessure de opéré, guerre. et ce n'est pas votre première en fait au MAC de la Santé. On vous avait suivi il y a quelques années, C'est drôle. opéré du genou, des ménisques, et on vous avait suivi dans un centre de rééducation, et on a gardé les images. Et là, on vous voit, là, c'est vous. Exactement, en rééducation. Alors, et en fait, c'est hyper marrant la boxe parce que qu'est-ce que j'ai eu comme opération? J'ai eu une arthroscopie. On m'a retiré un petit bout de ménisque parce que tout simplement le ménisque qui a cassé bloquait l'articulation en anse de saut. Je crois que c'est comme ça qu'on Et dit. ça, c'était il y a 8 ans. Ouais, voilà. Et ça empêche la jambe de se tendre. Mais ce qui est fou, c'est que je me suis cassé la jambe comme ça, enfin cassé le bout de ménisque dans un tournoi de kickboxing sur une demi-finale. Et j'ai pu faire la finale pour vous dire à quel point le mental Waouh. Ah là là. peut prendre. Alors qu'on peut pas tendre la jambe normalement, physiologiquement, Oh. ça n'a pas de sens. Et la en douleur. Ouais, mais Vous la Anesthésie. sentiez pas? voilà, l'adrénaline, tout ça fait que ça a bien marché. Alors, il y a la santé physique et puis il y a la santé mentale. On voit la parole se libérer. De plus en plus de sportifs de haut niveau racontent justement les difficultés qu'ils ont pu traverser. Est-ce que vous avez connu des périodes un peu difficiles sur le plan psy? Et si oui, comment est-ce que vous avez réussi à passer le cap? Alors, écoutez, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que pour arriver à performer sur un ring, et même pour performer dans n'importe quel écosystème, j'estime qu'il y a 3 verticales à respecter. C'est d'être bon dans 3 batteries. La batterie physique, donc être fort physiquement, la batterie mentale et la batterie émotionnelle. Et quand on n'est pas bien aligné sur ces 3 verticales, on peut échouer. On peut, si on est la résultante de notre batterie la plus faible pour moi. Ça veut dire que si mon mental n'est pas bien, je vais perdre un combat même si je suis bien préparé physiquement. Et du coup, qu'est-ce qui m'est arrivé? Il m'est arrivé de perdre des combats jeunes et comme plein de jeunes, j'imagine, j'avais mis beaucoup d'espérance dans ce match et le fait de perdre, ça m'a, je vais pas dire une dépression, mais pas loin en fait. Voilà, ça m'a fait aller mal et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai compris que le problème était lié au mental, donc je suis allé voir un psychologue du sport. Vous voyez, c'était déjà libéré parce qu'on savait que Teddy Riner était suivi, donc j'ai été voir la même psychologue. Après avoir fait plusieurs séances de psychologue, avec la psychologue, j'ai été voir des coachs mentaux, etc. Et en fait, on trouve la bonne formule pour aller bien dans sa tête. Donc la préparation mentale est aussi importante que la préparation physique. Alors en tant que sportif de haut niveau, on imagine que vous avez une hygiène de vie plutôt très bonne, en tout cas en préparation, que vous mangez bien, que vous ne fumez pas, que vous ne buvez pas, que vous dormez très bien. Eh bien, on vous propose justement l'anti-questionnaire santé.
Oui, c'est une nouvelle séquence, parce qu'on s'est dit, si on pose des questions, forcément, Ah vous oui, faites tout bah bien. oui. Et donc, on va vous poser des questions un peu à contre-courant de ce que vous pouvez faire en temps normal. Cyril Benzaken, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous dire « Oh là, j'ai la flemme aujourd'hui de m'entraîner, et je m'entraînerai dans ces cas-là demain ou le surlendemain ?» Non, ça non. Impossible. Franchement, ça, j'avoue, j'ai une bonne discipline sur ça. Tous les à jours moins que je assidus sois, ouais, tous les jours assidus, à moins que je sois vraiment malade. Et ça, c'est avec l'expérience, parce que quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment un ayatollah, j'étais ma boule. J'allais, quoi qu'il arrive, j'allais à l'entraînement. Maintenant, non, je sais m'écouter. Combien d'heures d'entraînement par jour? Juste pour savoir À peu près 4 heures. On fait pas partie des sports où il y a le plus d'heures, c'est 25 heures par Mais semaine. c'est beaucoup, quoi. 4 heures par jour. Ah oui. Ouais, Ouais. c'est énorme. Non, mais il y en a qui s'entraînent plus. Je pense aux danseurs étoiles, ou je sais pas, ou des nageurs. Ils s'entraînent énormément. Lorsque vous allez en boîte de nuit, vous êtes plutôt couvre-feu à 2h du matin ou 6h du matin? Alors, je suis plutôt, bien sûr, couvre-feu à 2h du matin. Ça, c'est la vérité, parce que je rentre. D'ailleurs, je ne vais plus en boîte de nuit, maintenant qu'ils ont créé des restaurants où on peut faire la fête jusqu'à 2h. Mais par contre, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une discussion avec mon entraîneur. Et en fait, c'était sur apprécier le moment présent. Et c'est vrai que la discipline fait qu'on n'est pas toujours dans le présent, on est dans le lendemain. Et j'étais dans un moment d'échange, comme ça, un dîner hyper sympa. Et la première réaction que j'avais, c'était regarder l'heure, oh là là, il va falloir aller se coucher. Et en fait, après, je me suis dit, bon, c'est dommage, je suis en train de passer un moment de qualité. Je vais peut-être passer à côté d'une bonne soirée. Allez, restons là. Bon, c'était une soirée sobre, mais Oui. Voilà, Bon, peut-être c'est la je dis question. ça à mon fils, ça ne marche pas, ça, d'accord? Et couvre-feu. Cyril, après un combat, une fois que le match est passé, vous êtes plutôt hamburger frites ou tacos XXL, sauce fromagère, supplément tenders de poulet? Hamburger frites. Plutôt classique. Vous êtes plutôt boisson énergisante ou cola sucré? C'est quoi cola sucré? Le cola, on va dire la marque, le cola. Non. Boisson énergisante alors. Ouais, mais vous en buvez pas. Mais non non, j'en bois pas non plus. Parce ni qu'en l'un ni fait, l'autre, finalement. allez, un cola sucré. Un coca, un Fanta, un Orangina. Cyril, vous avez 36 ans, c'est plutôt âgé pour un sportif de haut niveau. Vous êtes plutôt Botox ou crème anti-rides? Je suis plutôt crème anti-rides et je suis crème anti-rides depuis longtemps parce que... Non, mais sérieux? Bah ouais, j'adore. Ah ouais, sérieux? Je prends les produits déjà de ma mère de l'époque quand j'étais fin d'ado. C'est pas vrai. Ah, je suis un parano de perdre les cheveux, de vieillir. Qu'est-ce que vous mettez le sang sur le visage, du coup? Alors, qu'est-ce que je mets le soir? Parce que votre maman est dermato, je crois, c'est ça? Exactement, ma mère est dermato. Donc, je mets du sérum, je mets de l'anti-cerne et je mets une crème de nuit, quoi. Ah, mais non, Ah oui, franchement, mais ceci explique franchement. cela. Ah, mais d'où c'est la bien. beauté, effectivement, Ouais. dont Mais vous oui, On va parliez tout à prendre l'heure. exemple. La qualité. Cyril, on rappelle que vous serez à l'affiche de ce combat le 30 avril prochain au Grand Palais, c'est à Paris. Vous pouvez encore prendre des places. On espère que vous ramenez, comme on dit, la ceinture à la maison. On vous souhaite bon courage. Cyril, c'était grave cool. Est-ce que ça vous dit de rester tout au long de l'émission? Bah ouais, franchement. Vous aimez en la plus, musique? J'aime la musique, j'aime les poils. Enfin, Après, Pour aller avec un E. Ok. Chacun son truc, vous savez. Tout le monde est On bienvenu. accepte tout le monde. On accepte tout le monde. Venez comme vous êtes. Tout de suite, un reportage. On vous parle souvent, vous savez, du sport sur ordonnance. Mais connaissez-vous l'art sur ordonnance? À Montpellier, depuis 4 ans, le musée Moko organise des sessions sur prescription médicale. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'art améliore la régulation émotionnelle, l'estime de soi et réduit même le stress. Reportage de Delphine Renaud, Julien Nativel, Maureen Marion. En fait, c'est super réaliste. Non mais c'est fou comme c'est bien Il y fait. en a un qui a oublié son livre. J'adore. Une visite au musée, une ordonnance culturelle prescrite par le psychiatre de Tom et Johanna. Pendant mon hospitalisation, les permissions que j'avais, c'était pour faire des musées. Et donc, c'est les seuls moments où un peu j'avais la tête ailleurs. Je regardais les œuvres, je prenais du plaisir et je me sentais vraiment bien, quoi. Surtout que en clinique, c'est pas très joyeux, c'est pas très silencieux, c'est pas très. Et j'aime bien le calme. Je suis rentrée dans un univers totalement différent et en fait, les pensées s'en vont toutes seules, les pensées négatives. Ces prescriptions culturelles sont nées d'une collaboration entre l'hôpital et le musée Moko de Montpellier. Pour ces deux soignantes, ces visites ont de nombreux atouts. À travers cette expérience, c'est sortir du statut de patient et là on devient un visiteur, un amateur d'art et puis se laisser surprendre, savoir du plaisir, du rejet, donc des choses qui animent. C'est tout le format de partager un temps artistique qui fait du bien pour soi et de fait devient thérapeutique. Voilà, et thérapeutique sans le soignant, donc c'est là que c'est assez chouette, quoi. Pour aller plus loin, le musée organise aussi des ateliers.
Aujourd'hui, on va reprendre la sculpture que vous avez commencé la semaine dernière. Une activité sur ordonnance, mais sans aucun soignant. Mona est artiste plasticienne. Exposée au musée, c'est elle qui anime l'atelier. On a la chance de pouvoir pratiquer de l'art, autrement que, par exemple, moi je me limite beaucoup au dessin ou à la photo. Et là, de la sculpture, j'en ai jamais fait, donc c'est l'occasion parfaite, quoi. Tous les participants souffrent de dépression ou d'autres troubles psychiques. Ici, l'activité est centrée sur la pratique et l'imaginaire, une façon de mettre à distance la maladie. J'ai appris que je pouvais dessiner, que je savais modeler, que en fait, j'avais plein de talents. Et du coup, j'ai voulu l'exprimer surtout ici. J'étais très emballée par l'activité qu'on nous proposait ici. Concentrés, ces artistes amateurs retrouvent du plaisir au travers de leur création. 200 personnes ont participé à ces ateliers, un succès qui pourrait s'étendre à d'autres pratiques culturelles comme l'opéra ou la danse. Dans quelques instants, dans notre dossier du jour, nous allons voir comment entretenir sa mémoire à tout âge. Il sera question évidemment d'alimentation, d'activité physique, mais également de jeux. Et nous serons avec un spécialiste de la mémoire. Dans notre série Le Pouls de la France, direction Narbonne, dans un club qui a décidé d'aider les personnes en situation de handicap à se remettre au sport, et pas n'importe quel sport, un sport très intense qu'on appelle le crossfit. Le retour de Céline Dion à Paris. Alors, comment Céline se prépare-t-elle pour cette série de concerts, car elle souffre d'une maladie, le syndrome de la personne raide? C'est la chronique d'Aline Afanou-Coé. Nous répondrons à la question d'Annabelle, une téléspectatrice qui aimerait savoir quel type de poêle acheter pour savoir quel est le meilleur matériau, en tout cas celui le moins nocif pour sa santé. Eh bien, c'est Rim qui lui répond. Et il est temps justement de retrouver nos chroniqueurs. Aline, vous revenez sur avec Céline, avec le Groove, qui signe son grand retour à Paris, alors qu'elle souffre d'une maladie assez grave et rare, le syndrome de la personne raide. Alors moi j'aimerais parler en termes de palmarès, puisqu'on a un sportif de haut niveau, parce que Céline Dion est une sportive de haut niveau elle aussi. On va dire qu'elle a commencé à l'âge de 10 ans à chanter au sein d'une famille nombreuse de 14 enfants. Elle a maintenant presque plus de 40 ans de carrière à son actif, 27 albums studio, 230 millions d'albums vendus. Elle a fait une quinzaine de tournées et elle revient avec ses plus belles ballades, comme par exemple celle-ci. On s'en lasse pas. Une artiste unique. Personne n'ose chanter là. Mais ouais, voilà, on respecte. Une voix exceptionnelle, vraiment, qui contient en elle l'émotion. Elle peut aller dans les aigus, dans les graves. Elle a travaillé son souffle pendant de nombreuses années et ça fait d'elle une artiste vraiment à part sur la scène pop internationale. Alors qu'elle avait arrêté de monter sur scène depuis 2022. Depuis 2022, à cause de cette maladie, le syndrome de la personne raide, une maladie donc rare, pour l'instant encore incurable, et qui a des conséquences. Elle se caractérise par des spasmes hyper violents et douloureux, par des paralysies, et ça affecte sa voix. Oui, c'est une maladie auto-immune, neurologique, qui touche environ une personne sur 1 million, qui est très invalidante, mais contre toute attente, Céline Dion a annoncé son grand retour sur scène. Absolument. Je précise quand même... Écoutons la musique, parce qu'elle est toujours là. I'm alive. I'm alive, mais oui. Et c'est ce qu'on a pu voir dans ce documentaire où elle dit « Je suis Céline », c'est le titre de ce documentaire, « I am Céline ». Elle est encore là, elle est résiliente, la maladie est présente, mais elle se bat et c'est une façon de se montrer aussi forte qu'il faut l'être pour combattre une maladie, que de dire « Je reviens, je suis prête ». C'est ce qu'elle a déclaré lors d'une date symbolique. Le jour de ses 58 ans, c'était le 30 mars dernier, à la Dame de Fer, via une vidéo, on a pu découvrir que Céline Dion revenait donner une série de concerts pour l'automne prochain. Et ça a fait un électrochoc planétaire. Tout le monde maintenant cherche des places. Mais c'est vrai qu'on est...
on est à la fois content de la retrouver, on a un peu peur aussi pour elle, parce que cette maladie, on l'a vu, et on a vu d'ailleurs un documentaire, enfin un sujet dans le MAC de la Santé sur une patiente qui souffrait de ce syndrome. On se dit comment elle va faire. C'est ce que je vais vous raconter. Et elle avait justement fait son grand retour, notamment aux Jeux Olympiques de Paris. Oui, en 2024, pour les JO, avec cette hymne à l'amour, une reprise d'Edith Piaf. Sur nous peut s'effondrer et la terre C'est terriblement beau. s'écrouler. Arrêtez, Aline. Faut qu'on l'entende. Si tu m'aimes, je m'en fous du monde entier. Donc ça, c'était un premier avant-goût d'un retour mémorable. C'était donc lors de l'ouverture des JO Paris 2024. Elle a fait pleurer Thomas Joly, qui était le directeur artistique des cérémonies d'ouverture et de clôture. Mais elle a fait pleurer le monde entier. qui n'a pas pleuré, Même ceux qui ne sont pas fans, je pense qu'ils ont versé leurs petites larmes. Cyril Benzaken, Céline Dion. Ah, j'adore. Ouais. Ben oui. Vous avez tenté d'avoir des places ou pas? Pas encore, mais j'ai... trop tard. C'est trop tard, c'est fini. Donc il faut quand même se rendre compte qu'elle va jouer dans la plus grande arène d'Europe. Le Paris Défense Arena, c'est la plus grande salle indoor et c'est 40 000 personnes. Voilà. Il y a 9 millions de personnes qui ont essayé d'avoir des places, il y a 300 000 places autour. Ça va booster le tourisme. Ah en oui, tout va Île-de-France. cartonner. Enfin, c'est un Et puis truc surtout dingue, qu'elle ouais. devait faire que 10 dates, elle a rajouté 6 dates. Moi, mon Dieu, j'ai un peu peur, mais bon. Bah oui, parce que 6 dates supplémentaires Oui. avec sa maladie, une maladie rare, pour laquelle on n'a pas vraiment de traitement, en fait. On n'a pas de traitement. Non, pour l'instant, c'est considéré comme une maladie incurable. Hein. Donc, est-ce qu'on en sait plus justement sur sa préparation Alors, et pour savoir comment elle va pouvoir assurer cette série de concerts? Une série de précautions, un programme rigoureux avec des heures d'entraînement. Hein, Cyril, ça vous fait pas peur. Plusieurs heures d'entraînement par semaine, sous le contrôle et l'accompagnement de la neurologue américaine Amanda Piquet. C'est cette grande dame experte de la maladie qui suit Céline Dion depuis plusieurs années, depuis un peu plus de 3 ans. Et elle a développé tout un programme sur mesure, un protocole qui combine médicaments classiques, immunothérapie, kinésithérapie, massage, hydrothérapie, rééducation vocale avec des coachs pour permettre tout simplement à Céline Dion de tenir, de réaliser cet exploit qui est vraiment extraordinaire. Personne dans l'histoire de la pop musique n'a jamais fait ça. Donc là, elle va être encadrée et puis il y a une résidence près de la salle pour lui permettre de raccourcir les déplacements. Oui. Ah oui, comme du lait sur le feu. Maintenant, cette maladie, quand même, il faut quand même se rappeler elle peut être déclenchée des crises à cause de la foule, à cause des lumières, à cause du trac, à cause... Alors, bon... On ne sait pas, mais en tout cas, tout est mis en œuvre pour qu'elle soit protégée et que C'est pour tout ça se passe qu'elle ne bien. jouera qu'à Paris. Elle jouera qu'à Paris, exactement, par mesure de précaution. Elle ira chercher notre cœur, notre âme. Elle aura tout cherché. Et notre fric aussi, parce que c'est pas... C'est pas donné. Bon, factuellement, c'est quand même pas donné. Mais bon, ça vaut le coup. Ça vaut le... Non, mais on se parle vraiment. Elle ira tout chercher. Et pour les fans, je crois que ça, peu importe. Non mais ce que je voudrais quand même qu'on comprenne justement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Céline Dion, il faut réaliser qu'elle va réaliser un exploit historique. Pour moi, c'est une gladiatrice. Personne ne fait ça. Et elle va rentrer dans l'arène pour combattre la maladie et dans un élan de courage et de force, donner de la force aussi à tous les gens malades dans le monde entier. Non mais voilà, donc ça donne on envie aime, d'y on aller n'aime là, pas. franchement, Aline. Là. Je dis, Céline Dion, c'est... je veux dire, on la suit depuis qu'elle est petite. Elle a tout partagé avec son public. C'est pour ça qu'elle est à part. Elle nous a dit quand elle avait ses problèmes de fertilité, quand son mari René était malade, quand il est décédé. On l'accompagne, on vit avec elle. Et Céline Dion donnera justement une série de 16 concerts à Paris qui se dérouleront du 12 septembre au 17 octobre 2026. Merci beaucoup Aline. Je suis un peu frustrée parce que j'ai pas de place, vous non plus Cyril. On a peut-être encore le temps de... Je sais pas. Moi, je connais quelqu'un, mais c'est compliqué de pouvoir s'arranger. Quand une histoire commence comme ça, c'est toujours bourbier. N'oubliez pas le MAC de la santé, Aline. c'est ça. Non, mais N'oubliez je connais J'ai pas d'amis, moi. je connais quelqu'un, on peut s'arranger, ça finit jamais très très bien. Bon, tout de suite, je vous propose de prendre le pouls de la France. Pouls de la France, direction l'Aude. Et aujourd'hui, on vous propose de découvrir les pouvoirs méconnus d'un sport, le CrossFit. Un club narbonnais a décidé de le mettre au service de personnes en situation de handicap. Un reportage de Géraldine Zabanski, Julie Ledru et Denis Moreau.
Dépasser ses limites, Super les filles. Let's go, let's go. renforcer ses abdos, soulever de la fonte, le CrossFit transforme les corps et fait bouger les frontières de l'âge et du handicap grâce à quelques adaptations. Avec des bénéfices étonnants pour Eulalie et Gabin. Jumeaux, ils ne cessent de lutter contre les séquelles de leur naissance prématurée. Les mouvements sont ralentis. Par exemple, j'écris sur une feuille plus lentement parce que ma motricité fine, elle est moins apte qu'une personne valide et la spasticité contracte les tendons et les muscles et du coup, c'est vrai que le geste est moins fluide. La spasticité, c'est un dérèglement du circuit de la commande des muscles par le cerveau. Certains répondent mal, d'autres se contractent brutalement. Une conséquence fréquente de la grande prématurité. Mais l'incroyable volonté des jumeaux leur a permis de marcher malgré tout, avec l'aide d'équipes soignantes spécialisées. Quand on était petits, notre seul moyen de nous déplacer, c'était en rampant. Donc ça fait depuis qu'on est né, qu'on fait de la kiné, toutes les semaines. C'est lourd. À force, on a besoin un peu de souffler et mettre en pause le kiné et de voir autre chose surtout. Leur nouvelle arme surprenante contre le handicap, c'est le CrossFit. Ils viennent 3 fois par semaine, avec leur coach Rebecca qui a une vision originale d'un sport souvent extrême. Le CrossFit, c'est un entraînement pour le renforcement musculaire et articulaire, tant les jambes, tant les bras. Et le mouvement, c'est le médicament. Et si vous êtes blessé, vous ne pouvez pas aller à fond. Vous avez besoin de bouger tranquillement, lentement, pour soigner la blessure. Alors au début de cette aventure, il y a 4 ans, Rebecca a d'abord conçu des séances très douces pour Eulalie et Gabin et permis des progrès que Lali n'imaginait pas. Là, de pousser 80 kilos alors que je suis en situation de handicap, ça me met une motivation de fou. Je sens que mon corps est beaucoup plus mobile, beaucoup plus libéré qu'avant parce que je me sentais un peu enfermée. Et maintenant que je fais du CrossFit, je me sens beaucoup plus autonome. La clé de cette évolution, c'est le lien entre Rebecca et Thierry, le kiné des jumeaux. Dès le début, il l'a aidé à décrypter leurs difficultés pour adapter l'entraînement. Ça va, vous n'avez pas de douleur? Ça va beaucoup mieux, ça va de mieux en mieux. Le système neuromusculaire était perturbé. Et là, le fait de répéter sans arrêt les mouvements, on essaye de réintégrer, donner des informations au cerveau pour les redonner aux tendons, aux muscles, pour que le circuit, après, se fasse tout seul. Rebecca a donc imaginé cet exercice pour stimuler la marche. Super. La première fois que je l'ai fait, je tombais tout le temps. Donc, en fait, la corde, ce qu'elle m'apporte, c'est surtout de travailler ma stabilité, avoir une marche totalement autonome, sans personne et sans corde. Lève les pieds. On est bien parti pour. 3, 2, 1 et go! Rebecca a aussi créé des entraînements particuliers pour des seniors, un groupe de fidèles âgés de 59 à 86 ans. J'ai de l'arthrose et ce sport fait du bien. Moi qui n'étais pas du tout sportive, ça fait travailler le cardio et à notre âge, ce qui est important, c'est la mobilité. J'ai commencé à 62 ans, donc il y a 8 ans que je le pratique. Ça fait travailler toutes les chaînes musculaires. Les abdos, les bras forcément, le dos. Ça évite les chutes et puis ça prévient beaucoup de maladies aussi. Pour eux, c'est sûr, la fonte musculaire après 60 ans n'est pas une fatalité. Cyril Benzaken, je rappelle que vous êtes multiple champion du monde de kickboxing. Le sport, comme on le voit dans le reportage, comme moteur d'inclusion, ça vous parle ?
Totalement. Tout à l'heure, on parlait de santé mentale. Et pourquoi le sport fait du bien? C'est pas que par l'activité physique, mais c'est par le fait de se regrouper. En fait, c'est vraiment un vecteur social. On retrouve des gens, on est dans notre univers. Et je pense que c'est une des belles vertus du sport. C'est cette capacité à fédérer des sportifs entre eux. Et là, on avait un sujet avec des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Qu'est-ce que vous diriez à des parents qui ont des enfants ou des petits-enfants qui veulent se mettre à un sport de combat et qui peuvent avoir un peu peur en disant « Ah, mais c'est des sports un peu violents ». Alors, effectivement, ce sont des sports de contact, donc il y a du contact et je comprends leur peur. En revanche, en fait, ce sont des sports où il y a un encadrement qui est spécifique en fonction de l'âge, où on se protège évidemment. Et ce qu'il faut rappeler qui est intéressant dans le sport de contact, c'est qu'il va aussi développer je pense, d'ailleurs dans la suite du sujet sur le cerveau, vous savez, quand c'est pas naturel de combattre, on va dire, face à quelqu'un. Et le fait de devoir éviter des coups, ça demande à prendre des décisions très rapidement. Et je pense que pour le cerveau, c'est pas mauvais de prendre des coups, non, mais... Oui, à condition de ne pas prendre de coups. D'anticiper. Mais ça fait des réflexes. Ouais. Ça fait le lien avec notre dossier du jour dans quelques instants. Donc voilà, mettez-vous en mouvement, peu importe le sport, tant que ça vous fait plaisir. Et tout de suite, c'est Rim qui répond à toutes vos questions. Et la question d'Annabelle, donc, qui dit « Je souhaiterais acheter de nouvelles poêles, mais je ne sais pas lesquelles choisir. Quelle matière est la moins nocive pour la santé? Merci pour votre aide. » Alors, c'est vrai que sur les poêles, on entend un peu tout et son contraire. Et quand on veut aller en acheter une, on ne sait pas forcément quel matériau choisir. Alors, vous utilisez quoi comme poêle à la maison? Moi, celle-là, la première. Donc, celle-ci, Anti-adhésive. anti-adhésive. Moi, j'ai l'anti-adhésive et celle en inox. Ok. Alors moi, j'ai inox et j'ai celle que j'utilise tous les jours. C'est une poêle en fonte parce qu'on m'a dit d'utiliser ça. Mais moi, c'est une grande tannée. Il faut que vous m'expliquiez comment faire. C'est qu'on m'a dit que c'est bon pour la santé, mais par contre, ça colle, ça, c'est un enfer. Ouais, c'est lourd. Les œufs, là, quand ils cassent, je deviens malade. Alors, vous êtes venu avec 3 types de poêles et on va commencer par la plus classique, le téflon. Exactement. Donc, le téflon, donc, vous voyez, ce sont celles-ci. C'est celles qu'on trouve le plus couramment dans le commerce et qui sont aussi le plus accessibles parce que pour une vingtaine d'euros, vous pouvez avoir une poêle. Donc, le revêtement est noir. Mais c'est vrai que depuis quelques années, elles inquiètent notamment pour ce qu'on appelle les PFAS. Oui. Donc ce sont des microplastiques. Et c'est justement ça dans le revêtement noir qui pourrait avoir des effets de perturbateurs endocriniens et également des risques cancérigènes. Surtout quand la poêle est abîmée, vous êtes venu avec une poêle qui peut-être aurait besoin d'être changée. Exactement, vous voyez ici, donc celle-ci elle est toute rayée, mais il y a aussi des personnes qu'on voit se filmer avec des poêles très abîmées et ça c'est un vrai facteur de propagation de ces PFAS et encore plus quand on chauffe à des températures très hautes, type 230 degrés, et bien là ça peut migrer dans les aliments. Donc vous voyez, il y a vraiment un risque. Alors il y a une petite bonne nouvelle, on va dire, c'est que les industriels, ils ont arrêté l'un des composés les plus dangereux qui s'appelle PFOA et souvent vous voyez sans PFOA, mais malheureusement on ne sait pas très bien avec quoi ils ont remplacé. Donc, pour le moment, le téflon, ce qu'on peut dire, c'est que si c'est de mauvaise qualité, trop abîmé plutôt, on s'en débarrasse. Du coup, pour éviter d'abîmer, utilisez des spatules en bois. Mais oui, exactement. Vous cuisinez alors, Cyril? Qu'est-ce que vous faites? Je fais tout. Il faut mettre beaucoup d'huile aussi. Pour pas que ça colle, la matière grasse. Alors, on m'a fait découvrir une nouvelle matière grasse. Non, moi, je mettais de l'huile. L'huile d'olive, j'en consomme une tonne. Oui, c'est meilleur. L'huile de coco. Parce qu'à ce qui paraît, à haute température, c'est intéressant d'utiliser ça. Alors c'est vrai que chaque huile a ce qu'on appelle un point de fumée, c'est-à-dire qu'un point au-dessus duquel l'huile brûle, et dans ces cas-là, une fois que ça brûle, c'est plutôt cancérigène. Donc plutôt que de retenir la température en tant que telle, c'est que quelle que soit la matière qu'on met, du beurre, s'il devient noir, de l'huile, si ça commence à chauffer, ça doit partir à la poubelle. Donc on peut même faire de l'huile d'olive, tant qu'on maîtrise finalement la cuisson, ça pose pas de souci. Il faut surtout garder un œil sur la cuisson. Alors, vous êtes venu avec d'autres types de poêles, notamment en céramique. Exactement, donc vous voyez, on les voit souvent, c'est des modèles pastels assez jolis. C'est une matière qui est assez lisse et c'est fait en fait avec du silicium. Alors elles ont un avantage, c'est qu'elles ne collent pas, elles se nettoient très bien. Faut compter à partir de 35-40 €. Alors elles sont considérées comme un peu plus saines que le téflon qu'on a montré tout à l'heure. Mais là aussi, il y a quelques doutes sur les revêtements parce qu'il y a des qualités très diverses selon les types de céramique. Et une autre critique, c'est qu'elles s'usent
assez vite, donc on fait gaffe. Et pareil, comme vous disiez tout à l'heure pour le téflon, on ne va pas utiliser par exemple une fourchette, etc. parce que ça va rayer, on privilégie toujours le bois. Et enfin, on a celle qui serait a priori la meilleure, mais qui est la plus dure à maîtriser, l'inox. Oui, exactement. Elle est un petit peu lourde, donc je vais la poser comme ça. C'est vrai que l'inox, en termes de santé, en tout cas, c'est vraiment la meilleure matière. Rien ne passe dans les aliments parce qu'il n'y a pas de revêtement. Et ce que conseillent les spécialistes, c'est inox mention 1810. Ça serait le composé idéal, en gros, en termes de santé. Ça coûte, alors, à partir de 40 €, mais on peut vite monter à 60. Et pour les marques plus chères, ça peut aller même à au-delà de 100 €, on va dire. Alors, elle demande effectivement un peu de prise en main pour l'utiliser. Hein. C'est un peu comme la fonte si vous aussi faites dont vos vous œufs Cyril parliez. dedans, ça peut un peu accrocher. Hein. Ben, moi, j'ai souvenir que quand j'utilise celle-là, c'est ça le Alors, problème. regardez, Pourtant, là, je j'essaye vous de ai- mettre beaucoup d'huile, mais ça change Ouais. pas. Regardez. On va préparer une petite vidéo. C'est le test de la goutte d'eau. Alors voilà, la personne, elle va vous montrer, elle va chauffer progressivement. Elle met l'eau, c'est pas encore prêt. Cette manière-là, c'est pas encore prêt non plus. Et au bout d'un moment, la poêle, elle va être très très chaude. Et voilà, et ça va créer une petite goutte d'eau. Et donc, c'est quand il y a cette petite goutte d'eau que vous êtes prêt à faire vos œufs sans qu'ils collent. Donc, à tester. Moi, je pense que ça peut être pas mal. Et donc, vous le disiez, les poêles en fonte, pour terminer, très bonnes aussi, solides, mais un peu lourdes. Et alors, quel que soit le matériel que vous choisissez, moi, je vous recommande d'aller voir les magazines de consommateurs, 60 millions de consommateurs, que choisir. On les soutient et ils font un travail vraiment incroyable parce qu'ils vont vous dire tous les matériaux qu'il y a dedans et également les marques qui sont meilleures pour notre santé. Donc voilà, ça c'est un vrai travail qui aide le consommateur. Et merci Rim de toutes ces Je vous en explications. Tout de suite, on passe à notre dossier du jour. Dès que la mémoire nous fait défaut, on s'inquiète à juste titre. Pourtant, l'oubli est quelque chose de plutôt banal, le plus souvent lié au stress ou à la fatigue. Mais on peut également booster cette mémoire à tout âge. Alors comment ? On vous donne plein de conseils avec notre invité. Et nous sommes ravis d'accueillir le professeur Philippe Amouyel. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes professeur de santé publique au CHU de Lille, également le directeur de la Fondation Alzheimer et l'auteur de ce livre, le guide anti-Alzheimer, Les secrets d'un cerveau en pleine forme, publié aux éditions du Cherche Midi et également en poche. Professeur, on va parler du vieillissement du cerveau et de la mémoire, parce qu'on se dit, en vieillissant, il est normal de perdre la mémoire, alors que c'est une idée reçue. À tout âge, on pourrait garder une bonne mémoire. Alors, il n'est pas normal de perdre la mémoire, mais il est normal d'avoir des trous de mémoire. Passé 45 ans, on commence à déjà oublier quelque chose qui sont généralement les noms propres. C'est très difficile de retenir un nom. On peut Alors pas attendez, faire moi j'ai d'association. moins de 45 ans, je les oublie déjà. Hein, donc, Mais parce que c'est difficile à retenir. Quel crâneur, j'ai moins de 45 ans. Non, mais c'est pour dire que c'est comment ça... Moi, je trouve ça tôt quand même, 45 ans, pour commencer à... Il n'y a pas d'âge, mais c'est normal. Comme les muscles, hein, on court moins vite, on est moins vite, mais on arrive à marcher. On oublie, mais si vous réfléchissez un peu, si quelqu'un vous donne un indice, pouf, vous allez le retrouver. Ça, c'est un critère qui est rassurant. C'est-à-dire que quand on se dit « Ah, j'ai des petits problèmes de mémoire », si on suggère, on donne un indice et qu'on trouve le mot, ça veut dire qu'a priori, ça peut plus ou moins aller. Voilà, ça. La personne à qui on donne un indice, mais qui ne trouve pas le mot, là, il faut commencer à consulter. Est-ce qu'on a tous une bonne ou une... Est-ce que certains ont des prédispositions à avoir une bonne mémoire et à l'inverse, d'autres vous disent, il y a des enfants qui disent j'ai vraiment une très mauvaise mémoire. Ou est-ce que c'est une idée reçue? Il y a bien sûr des cas qui sont associés souvent à des maladies, de gens qui ont de mauvaises mémoires ou d'excellentes mémoires, à l'inverse. Mais ça ne veut pas dire que ça leur facilite la vie, faut faire attention. En revanche, tout un chacun a une mémoire et c'est comme un muscle, c'est comme un sport, ça se travaille. Vous pouvez l'améliorer, vous pouvez l'entraîner et si vous ne faites rien, vous n'aurez pas une bonne mémoire. Cyril Benzaken, vous devez mémoriser des enchaînements, vous devez mémoriser aussi peut-être, je ne sais pas, la gestuelle de votre adversaire. La mémoire, vous devez aussi la travailler? Alors, en fait, on la travaille tellement, c'est-à-dire qu'on mémorise finalement les techniques, les enchaînements, qui deviennent un réflexe, en fait, ça devient une habitude. Donc ça, je pense qu'on l'entretient comme ça, mais de ce que je comprends, c'est le problème, c'est quand on fait trop de gestes habituels, on ne fait plus travailler sa mémoire. C'est ce que m'expliquait le... Alors en fait, la mémoire qu'évoque Cyril, là, c'est une mémoire posturale. C'est-à-dire que c'est une vraie mémoire, mais c'est une mémoire de son corps. Donc il va faire 1 million de fois son geste. Le jour où il va être en combat, instantanément, il va le faire sans réfléchir. Et c'est en fait inscrit dans sa mémoire. Et ce qu'il y a, c'est que plus vous apprenez les choses, plus vous les faites facilement, moins votre cerveau, et ça c'est bien dans un combat, consomme d'énergie. Le seul problème, c'est que
dans votre vie quotidienne. Vous ne faites pas des combats, vous n'avez pas son niveau d'entraînement, vous n'êtes pas un champion du monde. Donc, dans votre vie quotidienne, il faut entraîner votre cerveau parce que vous avez toujours tendance à faire les mêmes choses. Quand vous faites des nouvelles choses, vous augmentez ce qu'on appelle le capital cerveau, la réserve cognitive. Et à ce moment-là, vous améliorez votre mémoire, votre réflexion, votre humeur. Et c'est vraiment important de s'entraîner. Et justement, on va vous expliquer ce qu'il se passe dans votre cerveau lorsque vous faites une activité qui stimule votre cerveau. Et vous allez voir qu'à tout âge, on peut encore travailler sa mémoire. Alors, on a pris 2 zones de neurones avant et après un apprentissage, quel qu'il soit. Avant l'apprentissage, les neurones communiquent entre eux grâce à des axones et ce qu'on appelle des synapses, et il y a des connexions qui sont normales. Lorsque vous faites un apprentissage, vous apprenez une nouvelle langue, vous apprenez une poésie quand on est enfant, eh bien vous allez voir qu'il y a plus de connexions entre les neurones du cerveau. Ça veut donc dire que l'apprentissage va en quelque sorte renforcer notre cerveau et ça agit presque comme un muscle qu'on va travailler, comme Cyril à l'entraînement. Exactement. Plus vous allez travailler, je prends un exemple, vous allez apprendre une poésie. Au début, c'est difficile, vous souffrez, il faut retenir, et puis vous n'avez pas envie. Et bien à ce moment-là, votre cerveau travaille de manière importante. Puis à un moment, ça va bien se passer, les connexions, les circuits vont se faire, et puis vous allez pouvoir la réciter. Et bien ce qu'il faut faire, c'est en apprendre une deuxième. Et on dit que quand on est plus jeune, on a plus de facilité à apprendre que quand on est plus âgé. Pour quelle raison ? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que le cerveau met un certain temps à se développer. Et en fait, les neurones se mettent à pousser jusqu'à l'âge de 20-25 ans. Donc il y a une phase de ce qu'on appelle de plasticité cérébrale qui est absolument incroyable. L'exemple, c'est les enfants qui ont un papa qui a une certaine nationalité, une autre qui parle une autre langue. Ils peuvent parler 2, 3, 4 langues, à la limite sans s'en apercevoir. Donc une grande plasticité, une grande souplesse. À passer 25 ans, ça devient un peu plus dur. Et là, il faut plus travailler, mais c'est le même principe. On produit plus de neurones. En revanche, on fait des tas de connexions, comme c'était expliqué. Mais alors, il y a des mémoires différentes. Par exemple, on a une mémoire olfactive, il y a des gens qui vont être bons en mémoire visuelle, d'autres pour apprendre. Est-ce qu'il y a différents types de mémoire ? Alors, on se sert tous de plusieurs types de mémoire. Hein. Et le premier type de mémoire, c'est ce qu'on appelle la mémoire immédiate, la mémoire de travail. Je vous donne un numéro de téléphone de 10 chiffres, vous allez le retenir. Mais je vous le redemande dans une demi-heure, vous vous en souviendrez plus. C'est tout à fait normal, mais c'est votre mémoire de travail qui permet de fonctionner. Et c'est celle qui est touchée la première dans les maladies qui touchent la mémoire. Après, vous avez d'autres types de mémoires. Des mémoires qui sont dites épisodiques. Tous les phénomènes de votre vie, ce qui a été important à un moment donné, vous le retenez parce qu'il s'est passé souvent des événements associés forts. C'est pour ça que les odeurs, les images vous tiennent. Il y a certains enfants qui ont des mémoires visuelles assez exceptionnelles. Alors, on est à la limite du pathologique, mais qui peuvent retenir l'ensemble des points. Donc, on a des tas de façons de retenir. Et justement, qui n'a jamais rêvé de retenir plein d'informations en quelques secondes seulement ? C'est l'incroyable talent des champions de sport de mémoire. L'un d'entre eux a décidé de transmettre ses secrets à un groupe de collégiens. Elsa Téton, Mathieu Vibo et Lucie Dullois ont assisté à une séance d'entraînement. En apparence, ce salon peut sembler ordinaire, mais Damien y voit lui toutes sortes d'objets étonnants. Il y a donc 8 mots cachés. Alors ici, j'ai voile et camembert. Là, sur le tabouret, j'ai Shrek et j'ai Paul. En haut, sur la télé, j'ai western et ratatouille. Et ici, j'ai Canada et zoo. Je crée une petite histoire entre ces 2 mots que je place à un endroit précis que je connais dans la salle où je me trouve. Donc là, quand je vous parle du voile qui tombe sur un camembert, j'imagine vraiment un voile de mariée qui vient se poser sur une boîte de camembert. Et si je regarde le canapé, c'est ça que je vois se produire. Ah, il y a beaucoup de choses dans ma tête. Damien ne perd pas la tête, au contraire. Il s'entraîne pour les prochains championnats de mémoire. Parmi les épreuves, mémoriser une quarantaine de mots ou encore restituer un jeu de cartes dans l'ordre en seulement 5 minutes. Sa technique, le palais mental, c'est-à-dire associer des mots à une pièce familière pour mieux les retenir. Et ça nécessite beaucoup d'entraînement. Mais le record du monde, pour que vous ayez une idée, c'est 12 secondes 7 pour avoir découvert les cartes, les avoir mémorisées. Et ceux qui sont les plus rapides, ce sont vraiment des athlètes de haut niveau. Donc ils s'entraînent entre 2 et 3 heures par jour, tous les jours. Ça, c'est obligatoire si vous voulez essayer de battre les records du monde. Un véritable sport qui compte une centaine d'adeptes en France. Chaque semaine, Damien entraîne ce groupe d'adolescents. Du coup, on part sur l'épreuve des images. Vous partez sur une durée de 5 minutes. 3, 2, 1, vous êtes parti. Objectif, retenir le plus d'images possible. La concentration est totale. Le moindre bruit pourrait perturber la bonne mémorisation. Isia est capable de restituer 165 images en seulement 5 minutes.
En fait, il faut essayer d'associer les 2 premières images ensemble et de se raconter une histoire complètement débile, puis les 2 autres, et ainsi de suite sur toutes les lignes, pour à la fin, en fait, les remettre dans l'ordre. Par exemple, je me suis dit, il y a une scène de théâtre dans un grand bâtiment, et il y a des fleurs qui sont transformées en tournesol et qui dansent. On se raconte des trucs bizarres, et c'est drôle, parce que c'est sorti de ton imagination, et après, quand tu te les redis, des fois, c'est un peu bizarre. Les premières séances, il y avait ce côté, oui, mais je peux pas me raconter n'importe quoi. Si, tu peux te raconter n'importe quoi. De toute façon, personne d'autre que toi ne saura quelle est l'histoire derrière. Et plus c'est loufoque, plus c'est étrange, plus c'est drôle, et plus facile reviendra derrière la restitution. Une technique ludique, mais qui peut s'appliquer à des sujets plus sérieux. Je vous redonne à chacun, chacune, hop, une feuille avec l'Afrique. Aujourd'hui, c'est révision de géographie. Ils ont sommeil, ils vont au lit. Et donc c'est quel pays? C'est la Somalie. C'est la Somalie, parfait. Une fois qu'ils sont réveillés, ils font quoi? Il s'étire, Ils c'est s'étirent. l'Érythrée. C'est pour l'Érythrée. Après, il peut pas bien s'étirer parce qu'il est sous une dent pour le Soudan. Et quand il s'étire sous la dent, qu'est-ce qu'il voit au loin? Les pyramides. Les pyramides d'Égypte. Vous êtes trop bon. Ça reste bien mieux que juste répéter un pays en boucle pendant 3 heures pour l'apprendre. Déjà, pour moi, tout ça, c'est énorme, mais j'aurais jamais pensé pouvoir retenir autant de pays. Des progrès fulgurants qui ont emmené l'équipe jusqu'au championnat de France. À la clé, des médailles, mais surtout de nouvelles connaissances. C'est vrai que souvent les enfants, les petits-enfants se plaignent. Mais pourquoi je dois apprendre ci ou apprendre ça? En fait, on a besoin d'apprendre à apprendre. On a besoin d'apprendre à apprendre. La mémoire, ça se travaille. C'est comme un muscle. Il y a 3 grands principes. Il faut être attentif et concentré. Il ne faut pas avoir fait du scroll sur les réseaux sociaux. Ça vous sort l'attention. Le deuxième, c'est qu'il faut faire, on l'a bien vu dans le reportage, des associations. Celle que vous voulez, celle qui vous fait plaisir, celle que vous retenez, celle qui vous amuse, celle qui est... Et enfin, le répéter. Répétez l'association. Donc la liste de mots, vous avez un premier mot, vous racontez une histoire, ensuite un troisième, et vous la répétez à chaque fois jusqu'à la rallonger. Et vous pouvez faire ça avec votre liste de courses. Oui, moi je me demandais par rapport aux écrans justement, parce que c'est à bannir pour conserver une bonne mémoire. Et puis pour la fatigue aussi, comment on fait? Parce que quand on est fatigué, on ne peut pas retenir les choses de la même manière que quand on a bien dormi, on a bien mangé. Donc moi, c'est les 2 aspects. Alors, le premier, l'écran, c'est pas tous les écrans. Les écrans, c'est utile. Les écrans, ça sert à stimuler. C'est le réseau social sur lequel vous scrollez pendant des heures et vous êtes attiré sur un mode addictif par un algorithme qui vous envoie ce que vous attendez de voir. Ça, c'est un gros problème d'attention. Il faut vraiment, si vous êtes en période d'examen, arrêter de scroller. Après, vous le referez, mais ça trouble la mémoire. En revanche, la fatigue, oui, c'est comme le reste. Il faut bien dormir. Pour avoir une bonne mémoire, il faut avoir un équilibre de sommeil qui soit suffisant. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous apprenez en général le soir, que vous vous couchez, le fait d'avoir passé une bonne nuit de sommeil ancre les informations que vous avez prises dans votre mémoire. Donc, et c'est bien, et ça vous permet de... C'est le 4e point qui permet, avec l'attention, la répétition, l'association, d'ancrer les choses de manière durable. Bien manger également, c'est important d'entretenir son cerveau et sa mémoire grâce à l'alimentation. Alors on a pris 3 boîtes de poissons en boîte, du thon, du maquereau et de la sardine. Ça, ce sont de bons aliments pour le cerveau? Ouais, et moi, c'est ce que je conseille souvent parce qu'on dit qu'il faut manger du poisson. Alors, allez pas acheter des capsules d'oméga, machin. Les compléments alimentaires d'oméga 3, par exemple, les capsules? Non, les essais cliniques qui ont été faits n'ont jamais montré de supériorité de ceux qui les prenaient par rapport à ceux qui avaient une alimentation équilibrée. En revanche, manger du poisson 2 fois par semaine. Alors, des fois, ça peut coûter cher, c'est compliqué à faire. La petite boîte de sardines, généralement parfumé à l'huile d'olive ou au citron. C'est très bien, ça coûte pas cher. Et ce qu'il faut, c'est vous prenez un morceau de pain et vous saucez bien la... Vous saucez bien l'huile. Pourquoi? Parce que l'huile d'olive attire finalement ces oméga 3, donc ils sont dans la boîte. Donc n'hésitez pas. On peut le faire sans pain. Sans pain. Et alors, juste pour rebondir, parce que moi, en tant qu'athlète, on prend par exemple, et ça s'est démocratisé, on prend de la créatine. Et je vois de plus en plus d'ouvrages, de publications sur les bienfaits, mais non plus pour le sport, pour le cerveau. C'est vrai que j'ai vu ça aussi, exactement. Et c'est pas par rapport à la mémoire, j'imagine, mais c'est quoi le lien entre... Le lien, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a certains acides aminés, ces produits qui font les protéines, qui sont essentiels, qui améliorent certaines fonctions cognitives
dans des modèles cellulaires pour l'instant. Il y a de très bons articles là-dessus. On essaie de comprendre comment ça fonctionne. Mais il faut être sûr que ça rentre dans le cerveau parce qu'il y a tout un chemin comme ça. Mais c'est pas plus mal. C'est déjà des protéines. Hein. C'est déjà le côté Autre positif. source notamment de bons gras, les oléagineux, même chose, les amandes, les noix. C'est excellent. C'est excellent. Ah bon C'est excellent. Pour la mémoire Parce qu'en fait, il y a des bonnes graisses là-dedans et c'est des produits que vous pouvez consommer. Alors, il ne faut pas bien sûr en consommer beaucoup, mais en prendre une poignée tous les jours est quelque chose de vraiment important également pour ces fameux acides gras qui sont importants. Et les jeux, est-ce que ça peut nous aider, type mots croisés, mots fléchés, sudoku, tout ça, ça nous aide? C'était la question d'Emmanuel. Mots croisés, jeux de société, est-ce que c'est bon pour entretenir sa mémoire? Alors, pour entretenir sa mémoire, ce qu'il y a de mieux, c'est de faire quelque chose qui est très diversifié, c'est la lecture. Si vous faites, alors comment on le sait? Parce qu'on met les gens dans des appareils d'imagerie dans lesquels on regarde comment s'allume le cerveau quand on le fait lire. Le cerveau s'allume dans toutes les zones quand vous lisez. Quand vous faites du sudoku, il s'allume dans les zones qui sont en lien avec le calcul. Donc l'idée, c'est d'avoir... Alors c'est très bien, faites-le. Hein, voilà, mais il faut les varier et puis surtout avoir des activités riches, en particulier que vous obtenez systématiquement par la lecture. On a Nicole qui a eu plein d'anesthésie générale en 8 ans. Elle nous demande si la mémoire peut être altérée par les interventions chirurgicales. Alors, par les interventions chirurgicales, non, mais par certaines anesthésies, oui, c'est possible, en particulier après le réveil anesthésique. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'éléments qui montrent que d'avoir fait beaucoup d'anesthésie entraîne des problèmes, mais on sait que ça peut entraîner un certain trouble. On ne sait pas si c'est l'anesthésie ou si c'est une condition particulière qui est révélée par l'anesthésie. On nous demande quels sont les signes inquiétants lorsqu'on commence à perdre la mémoire. À partir de quand on se dit, bon là, c'est pas juste des trous de mémoire, j'ai oublié les noms, les prénoms, et là, peut-être que j'ai besoin d'aller voir mon médecin traitant et ensuite faire des examens. Si ça vous crée des problèmes dans votre vie en société, dans votre vie quotidienne, oui, il faut consulter. Et pourquoi est-ce qu'il faut consulter? Parce qu'une fois sur deux, c'est un problème qu'on peut corriger. Par exemple, 20% des troubles de mémoire, c'est des dépressions. D'autres, en particulier chez des personnes âgées, ça peut être des carences vitaminiques, particulièrement carences en vitamine B12 ou en acide folique, parce que ces personnes âgées ont des alimentations peu diversifiées, se font toujours la même chose. Donc le complément va amener ça. La déshydratation aussi est un élément qui joue. Donc il faut analyser ce que c'est, pas avoir peur de se dire ça y est, on va me trouver une maille d'Alzheimer, mais consulter. Le manque du mot, j'ai parfois du mal à trouver mes mots et c'est un signe d'une maladie. Parce que vous avez dit oublier les prénoms, ça peut arriver. Oublier ses clés, c'est pas très grave. Alors, mais le manque du mot. Le manque du mot dans un contexte particulier, oui, mais ça peut arriver à tout le monde en quelque sorte. Manquer ce mot qui ne vient pas, donner un... Voilà, donc en principe, non, on est dans la même chose que l'oubli du prénom apparaît à 45 ans et généralement il revient. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est un vrai plaisir. On a appris plein de choses. On a passé un très bon moment. Merci à vous, professeur. Je rappelle le titre de votre livre. Guide anti-Alzheimer, les secrets d'un cerveau en pleine forme. C'est publié aux éditions du Cherche Midi et c'est également en poche. Cyril Benzaken, merci beaucoup. Merci à vous. On a passé un super moment aussi. Mais franchement, c'était super. Mais c'était grave cool. J'ai présenté l'émission, c'était sympa. Merci à vous. Merci, très sympa. On a passé une très belle émission. Je rappelle que vous combattrez le 30 avril prochain au Grand Palais à Paris pour décrocher votre 8e titre de champion du monde de kickboxing. On vous souhaite tout le bonheur et la réussite que vous méritez. Et je vous rappelle que vous pouvez encore prendre vos places. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Je vous souhaite une excellente journée sur France 5. Plus facile à trouver que pour...